vous épargnez la peine d'aller lire. C'est structuré autour de 3 thèses. À savoir, déni de la nationalité congolaise des Banyamulenge, qui sont ainsi présentés comme des dangereux usurpateurs de la citoyenneté de la RDC. Deuxième axe de son livre, l'imputation de manière globale de tous les crimes commis au Congo, au Banyamulenge et à leur soutien rwandais. Troisième pôle autour desquels tourne son livre, c'est l'accusation des Banyamulenge d'être les auteurs d'un complot visant à détruire le Congo. Ces accusations ne reposent sur aucun argument sérieux de la part de l'auteur et sont la conséquence d'un concentré de mensonges, d'ignorance et de la volonté de manipulation de la part des musulmans. C'est pas la peine d'aller lire. C'est structuré autour de 3 thèses, à savoir le déni de la nationalité congolaise des Banyamulenge, qui sont ainsi présentés comme des dangereux usurpateurs de la citoyenneté de la RDC. Deuxième axe de son livre, l'imputation de manière globale de tous les crimes commis au Congo, au Banyamulenge et à leur soutien rwandais. Troisième pôle autour desquels tourne son livre, c'est l'accusation des Banyamulenge d'être les auteurs d'un complot visant à détruire le Congo. Ces accusations à détruire le Congo, c'est-à-dire les fameux complots imaginaires de l'Empire Imatouti, la balkanisation et tout ça. Ce sont les 3 axes autour desquels tourne son fameux livre qui n'est qu'un livre, comme dit mon aîné, pamphlétiste. C'est comme ça qu'il appelle, en fait, c'est un pamphlet contre l'ethnie. Ces accusations ne reposent sur aucun argument sérieux de la part de l'auteur et sont la conséquence d'un concentré de mensonges, d'ignorance et de la volonté de manipulation de la part des musulmans. Le premier point, parce que je vais aborder le premier point qui est plus souvent juridique, c'est autour desquels tourne son livre, c'est le déni de la nationalité des Tutsis congolais et Banyamulenge. Vous allez voir que nous avons ajouté Tutsis congolais parce qu'en réalité, lui, il confond même Banyamulenge et Tutsis de façon générale. Parce que pour lui, Banyamulenge, dans son ignorance, c'est un terme générique qui inclut tous les Tutsis, alors que lorsque nous, les chercheurs et les experts des Grands Lacs, nous penchons sur la question Banyamulenge et Tutsis, si on s'étendait là-dessus, on peut vous donner tout un tas d'informations qui vous montreront qu'il y a quand même quelques différenciations à faire dans ces termes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a un terme Banyamulenge, il y a un terme Tutsi et tout ça. Mais lui, il confond les tout. Kazeran Etienne, là n'est pas la question. Mais déjà, je vais citer des strophes de son fameux pamphlet, la page 246 et 261. Qu'est-ce qu'il dit, lui, dans sa compréhension de ces 2 chercheurs? Il dit ceci. 1. Tout commence en 1971. Donc pour lui, la nationalité des Banyamulenge commence en 1971. Il dit tout commence en 1971, ça je le cite lui-même, lorsque le président Mobutu signe l'ordonnance numéro 71/020 du 20 mars 1971, ainsi libellée. Les personnes originaires du Rwanda-Burundi établies au Congo à la date du 30 juin 1960 sont réputées avoir la nationalité zaïroise à la date citée. Ce texte devient immédiatement l'acte fondateur du droit à la nationalité accordé aux réfugiés. C'est comme ça qu'il appelle les Banyamulenge, originaires du Rwanda et du Burundi au Zaïre. Il faut rappeler qu'il y avait des Hutus et des Tutsis venus du Rwanda et du Burundi à cette période-là, au Zaïre. C'est ainsi que ceux qui se font appeler Banyamulenge, entre parenthèses, Tutsis venus du Rwanda et du Burundi, vont obtenir massivement la nationalité zaïroise. Ça, c'est selon lui. Donc, déjà, même les numéros de l'ordonnance, en tout cas de mémoire comme ça, je sais que c'était un 15 novembre 1971. Ce n'était pas un 20 mars. Mais déjà, vous voyez, quand vous venez dans un pays d'autrui, pensant connaître mieux que les nationaux,
ayant appris le Congo dans les livres, dans les bibliothèques et dans les ragots qui se racontent, on n'est pas expert, on vient comme ça, c'est hasardé dans une histoire qui est tellement technique. Et il cite encore, juste pour lui, donc la nationalité parle de 1971, et puis il dit, les constats de ces derniers, et dès 1994 sans appel, les Banyamulenge constituent, il dit, les Banyamulenge constituent un volcan, les Banyamulenge, sous-entendu tous les Tutsis, constituent un volcan en activité sur lequel est assis le peuple zaïrois et attendu que tout autochtone ne les accepte pas comme zaïrois, car ne s'étant jamais comporté comme zaïrois, sauf, je ne sais pas qu'est-ce qu'il entend par se comporter comme zaïrois, il y a un comportement zaïrois, sauf pour les naïfs et leurs complices. Il est impératif et nationaliste de leur retirer la qualité des Zaïrois qui se sont appropriés. Ça, c'est à la page 261. Je le cite. C'est vrai que cette phrase est un peu sibylline, puisqu'il y a des fautes fondamentales de grammaire qui peuvent les rendre flous. Mais pour résumer sa pensée ici, c'est que ces gens-là n'ont jamais été reconnus comme Zaïrois par les autochtones, et donc même leur comportement les prouve. Ils n'ont pas le comportement des Zaïrois. Ils suggèrent donc qu'on devait les leur retirer. Mais qu'est-ce que nous pouvons en dire? Il devient même écœurant de voir que jusqu'en 2024, c'est-à-dire en plein 21e siècle, la RDC passe son temps dans ces débats de bas étage et est ainsi le seul pays au monde qui s'empoigne contre tout bon sens des décennies durant sur la citoyenneté d'une partie, je dis bien une partie infime, je ne sais pas s'ils sont plus des millions dans les 120 millions que nous sommes, c'est une partie de ces citoyens dans le but de les exclure de la nationalité, de la nation commune. Ici, contrairement aux affirmations mensongères de Charles Onana et d'autres extrémistes qui partagent ces faussetés, nous appelons le peuple congolais à se hisser au niveau de son ambition de grandeur. Puisque de toute façon, la nation, c'est de vouloir vivre ensemble. Ça se constitue, c'est une réalité sociopolitique. Ce n'est pas une réalité raciale, ni d'habitude, ni de comportement. C'est ainsi que nous invitons le peuple congolais à se hisser au niveau de son ambition de grandeur, en se rappelant deux réalités majeures dans la gestion de la question nationalitaire. D'abord, en cas de succession d'État, c'est le cas lorsque l'ancienne colonie du Congo belge devient un pays indépendant, la RDC. L'État successeur, c'est-à-dire la RDC, hérite de l'État prédécesseur, la colonie du Congo belge, tout son territoire, ça c'est un principe, et de toute sa population, ainsi que son passif et actif économique. Ensuite, il y a un deuxième principe qui devait nous guider, c'est qu'il y a le principe d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation, ce qui implique également l'intangibilité des populations héritées de la colonisation. Ça veut dire que les gens qui étaient là, pour faire simple, à l'État, lors de l'État Congo belge, après la succession de l'État du Congo belge par la République démocratique du Congo, les personnes qui étaient considérées comme sujets de cet État deviennent des sujets du nouvel État qui se crée automatiquement et ils ont droit à la nationalité congolaise d'origine. Puisque l'origine du Congo c'est 1960. Comprenez? Ça ne devait même pas en principe poser problème. Alors, d'où la question. Quel esprit normal et équilibré peut se permettre de remettre en cause l'appartenance au Congo belge en tant que sujet belge des statuts congolais des populations Banyamulenge, Tutsi et Hutu dans leurs différentes catégories, descendants des transplantés, des Massissi au Nord Kivu, ainsi que les Banyamulenge autochtones des Fizi, Uvira et Mwenga au Sud Kivu. Il n'y a aucun esprit sensé qui peut remettre ça en cause. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient là lors du Congo belge et lors de la session d'État. Ils sont restés là où ils étaient. Ils ne sont pas venus de quelque part. Concernant les Hutus et les Tutsis autochtones des Hutus, nous pouvons citer quelques documents de l'époque.
qui établissent sans la moindre possibilité de doute quelle population habitait cet espace lors de l'arrivée des colonisateurs. Citons à titre d'exemple, au terme des 3 ans, 1994, c'est-à-dire dans la période de 1904 à 1906, des récoltes de données sur les mœurs des habitants de la région des volcans, le lieutenant G. Vervloet, c'est un nom flamand, ça me complique un peu, c'est Vervloet, écrit au sujet des groupements de Boussanza et Jomba. Il écrit ceci. Les groupements de Boussanza et Jomba, c'est dans le Nord Kivu, dans le territoire de Rutshuru. Alors, il écrit à propos des populations qui les composaient, des habitants qui composaient. Il était déjà autorité à cette époque-là. Il écrit la population est beaucoup plus dense chez les Bahutu qui dépendait de la Belgique. Et voilà que, au début des années 20, le pouvoir colonial des Belges vont constater qu'il y a beaucoup de richesses au Congo. Il faut exploiter le Congo belge. Mais le Congo belge manque des travailleurs, donc des populations qui pouvaient aller travailler dans les champs, dans les mines. C'est ainsi qu'on va chercher les sujets rwandais, au Rwanda donc, et au Burundi pour venir travailler dans les plantations à l'est du Congo jusqu'au Katanga. Et c'est là que vous devez comprendre, vous devez différencier le groupe dans la problématique Banyarwanda. Donc, en 1910, nous avons des Banyarwanda, une population congolaise de souche. Ils sont congolais. Ça, c'est incontestable. Mais quand on a commencé à faire des transplantés, vous avez donc ce groupe des sujets rwandais et burundais qui sont venus travailler à l'est du Congo, mais qui étaient des sujets belges. Donc, pour le pouvoir colonial belge, il le mettait au même pied d'égalité juridiquement et administrativement avec les Congolais, donc les sujets congolais. Ces transplantés seront là jusqu'au début. On va arrêter ce processus de transplanter au début des années 50. Et en 59, avec tout ce problème qui s'est posé au Rwanda et au Burundi, nous allons connaître des réfugiés, Tutsi, puisqu'il y avait le premier génocide au Rwanda, nous allons connaître des réfugiés de 59. Donc, dans cette problématique, il faut différencier les Banyarwanda de souche congolaise, les Banyarwanda transplantés et les Banyarwanda réfugiés de 59, à partir de 59. Malheureusement, à l'aube de l'indépendance, on n'a pas réglé le problème de transplantés. Et il s'est fait que ces contradictions dès l'indépendance se sont aggravées et nous allons connaître justement ce chaos de cohabitation qui a entraîné évidemment le chaos que nous connaissons aujourd'hui, la contestation de la nationalité des Banyarwanda, surtout avec la loi de 1981 sur la nationalité zaïroise, où on a mis tout le monde dans le même panier, y compris les Banyarwanda. Voilà un peu ce rappel historique, parce que il y a toujours ces polémiques que voilà, il n'y a jamais eu des Banyarwanda congolais. Ils doivent rentrer au Rwanda. Mais l'histoire, les documents historiques sont là, que vous pouvez donc consulter. Alors, Charles Onana, dans son pamphlet, qui est au fond la Bible de la haine, il est dans la confusion. On voit bien qu'il n'a pas pris connaissance de l'histoire et de l'anthropologie des Grands Lacs. Il s'est contenté des ragots de différents acteurs de la société civile ou des milieux politiques locaux à l'Est pour arriver à façonner son pamphlet. Et je crois que notre conférence aujourd'hui va essayer un peu d'éclairer l'opinion sur la médiocrité de notre frère Onana, en vous donnant une petite information. Vous savez, quand vous prenez son Onana, c'est M. Charles Millon. Charles Millon est dans l'écurie du Parti libéral chrétien, donc c'est un conservateur. Et quand on sait que c'est dans ces milieux conservateurs que l'idéologie
amétique a été développé pendant la colonisation, on peut comprendre le sens de ce pamphlet balancé par mon frère. Donc nous sommes là pour vous éclairer sur la nationalité de nos compatriotes Banyarwanda, sur les effets, les conséquences, et vous êtes là pour poser